C'est un plaisir de vous voir si nombreux dès l'ouverture de ce 23e salon consacré au métier et surtout à votre orientation, votre parcours de réussite. Alors dans cet espace, il y a des conférences qui vont jouer pendant les 4 jours, gratuitement, ouvertes à tous, avec plein de professionnels qui viennent vous donner un petit peu les clés pour réussir votre orientation. Alors ce matin, on va faire un point sur explorer les métiers pour bien s'orienter. Ça, c'est essentiel. C'est bien beau d'avoir le choix, mais encore comment bien faire le choix, c'est ce qu'on va voir ensemble. Nous avons nos invités et nous avons la présence de Sandrine aussi qui va traduire donc cette table ronde pour les personnes qui sont sourdes ou malentendantes. Donc voilà, ces espaces sont vraiment ouverts à tout le monde. Faites passer le message. Alors, 30 minutes pour vous donner le mode d'emploi sur bien explorer les métiers pour bien s'orienter. On va en parler avec nos 3 invités représentant donc l'éducation nationale. Sylvie Thévenard, vous êtes inspectrice de l'éducation nationale en charge de l'information et de l'orientation. Ensemble, on va parler des réseaux, CIO et plein d'autres choses. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes venue avec des clés, vous allez leur dire comment est-ce qu'on peut à différentes étapes de formation goûter au monde de l'entreprise. Il y a pas mal de stages et des nouveautés qui viennent d'arriver. À vos côtés, il y a Muriel Robichet, chargée de mission relations école-entreprise, toujours pour l'éducation nationale. Et là, vous allez nous parler d'un parcours à venir, un dispositif qui concerne les établissements et les professeurs, mais auquel ils peuvent goûter aussi. Absolument. Voilà, on va voir tout ça. Enfin, Anne-Sophie Deray, vous êtes conseillère psychologue, donc au Centre d'aide à la décision pour les CMA. Les CMA, c'est Chambre de métier de l'artisanat. Voilà, c'est la porte d'entrée pour certaines entreprises. Vous allez en entendre parler sur ce salon. Alors, on va faire un point déjà, mesdames, sur effectivement votre rôle à chacune. Quel est le lien avec ces jeunes qui sont face à nous? Déjà, la chambre de métier. Concrètement, qu'est-ce que c'est, vos missions et où est-ce que vous êtes? Donc, nous, en tant que conseillers, on se trouve au service Centre d'aide à la décision dans les chambres de métier de l'artisanat. Notre rôle est d'orienter, de documenter les jeunes sur les métiers de l'artisanat et de les accompagner dans la recherche de contrats d'apprentissage en lien avec les métiers de l'artisanat. Donc les métiers de l'artisanat, ça représente quoi? Quelle idée on a de palette de métiers? C'est pas que le BTP, c'est pas que le bâtiment. Alors on a 4 grands domaines. On a le bâtiment où on retrouve tous les métiers dont on a besoin pour construire des bâtiments, des maisons. On va retrouver tous les métiers en lien avec l'alimentaire. Donc ça va passer par le boulanger, le pâtissier, le charcutier, le cuisinier, etc. On a les métiers de service, où on retrouve les mécaniciens, on va retrouver aussi les coiffeurs, les toiletteurs, etc. Et on a les métiers de la production, où là, on va retrouver du coup tout ce qui est potier, tout ce qui est ferronnier, voilà, création d'objets pour pouvoir ensuite le revendre. Donc vous êtes la porte ouverte à de nombreuses entreprises et donc beaucoup de choix de métiers. À vos côtés, on va faire un point avec Muriel Robichet. Donc vous représentez donc mission, donc relation école-entreprise à l'éducation nationale. Ça veut dire quelle est votre cellule? Comment est-ce que vous organisez pour les jeunes? Alors en fait, on est un groupe de personnes au sein de l'éducation nationale qui sommes en lien avec le monde économique. Donc par exemple, les chambres consulaires comme était la chambre des métiers de l'artisanat. On est également avec des regroupements d'entreprises avec des noms que vous devez peut-être connaître comme le MEDEF, la CPME ou UDP. Et en fait, on est un peu invisible pour les élèves parce qu'en fait, on propose des actions aux établissements scolaires et aux enseignants. Et normalement, quand vous pouvez aller en entreprise, faire des rencontres, avoir des professionnels qui viennent témoigner dans les classes, c'est à partir de ces partenariats que nous, on a mis en place en amont et sur en fait des contenus qui correspondent aussi aux différentes disciplines qui sont vues en collège ou en lycée. D'accord, donc vous êtes vraiment en arrière pour pouvoir les aider au mieux à parfaire effectivement leur parcours. Alors justement, c'est la question qu'on se pose. Explorer les métiers pour bien s'orienter. Quelles sont les façons d'explorer les métiers quand on est à l'école, au collège ou au lycée? Allez, de votre côté peut-être, Sylvie, vous avez peut-être des réponses à leur donner. Alors, donc moi, Sylvie Thévenard, alors déjà, où je travaille, donc moi je travaille au rectorat. Au rectorat, je dirais, c'est le lieu où on construit toute l'organisation donc de l'orientation et de l'affectation des publics scolaires et aussi donc des bacheliers. Donc on s'occupe d'Affelnet, on s'occupe aussi donc de Parcoursup. Au service académique d'information et d'orientation, donc on travaille aussi avec tous les psychologues de l'éducation nationale, donc qui travaillent dans les CIO.
Et ce sont ces personnels qui reçoivent donc les jeunes à la fois dans les établissements scolaires et dans les centres d'information et d'orientation. Donc voilà, ils accueillent les jeunes qui sont scolarisés et puis aussi ceux qui sont déscolarisés, qui sont décrocheurs, qui sont en recherche donc de formation. Donc là, Voilà. concrètement, dans les CIO, qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils ils puissent trouver leur voie? Voilà. Quelles sont les aides qu'on leur Alors donne? c'est vrai que pour trouver sa voie, déjà l'important c'est de travailler déjà sur soi. Quels sont ces... Avant de se projeter, effectivement, c'est nécessaire de faire un travail sur soi. Quels sont ses centres d'intérêt? Quels sont ses points forts? Pour s'appuyer sur des choses qui vont vous intéresser. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas intéressé, on sait bien que effectivement, vous tiendrez pas dans la formation, dans le projet que vous conduisez. Donc ça, c'est important. Et donc dans les CIO, il y a donc des outils qui permettent de cerner les centres d'intérêt, donc des questionnaires d'intérêt. Donc c'est quoi? C'est sur informatique? C'est des guides, des fiches? Voilà, c'est sur informatique. Sur le pôle d'ailleurs aussi, derrière vous, sur le stand d'orientation tout au long de la vie, vous avez aussi donc des outils qui sont mis à vos dispositions pour travailler sur vos centres d'intérêt. Je crois que ça, c'est la première chose. Cerner ses points forts, ses métiers de rêve. Je crois que c'est important de pouvoir aussi s'appuyer sur ce qu'on a envie de faire. Et après, effectivement, les métiers de rêve, c'est important. C'est ce qui va être le moteur pour pouvoir faire des recherches et puis voilà, vous donner les moyens d'arriver à ce que vous souhaitez. Donc point de départ, ce sont vos envies déjà. Écoutez-vous ce que vous aimez faire dans la vie ou ce que vous aimez comme environnement. Déjà, vous pouvez mettre sur la liste des choses qui vous intéressent. Ensuite, c'est se renseigner tout de suite. Donc forcément, c'est regarder des reportages, c'est de plonger dans les guides ONICEP, d'aller sur Internet, prendre des témoignages et aller aussi à la rencontre des entreprises. Donc là, je me retourne vers vous, à Sophie. Comment, tout simplement, venir à la rencontre de toutes ces entreprises que vous représentez? Eh bien, tout simplement en allant faire un stage d'observation. Du coup, nous, à la chambre de métier de l'artisanat, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a à disposition des conventions de stage pour les jeunes scolaires de la 4e aux universitaires. Du coup, ils ont la possibilité de réaliser des stages de 5 jours, 35 heures sur des périodes de vacances scolaires. Ah ouais, donc là, il faut bien noter qu'on n'est pas du tout dans le stage de 3e de 3 jours ou de 5 jours. C'est autre chose. Si pendant les vacances, vous voulez faire une semaine chez un peintre ou une semaine en esthétique, vous allez à la chambre de commerce et d'industrie. Est-ce que c'est payant? Est-ce que tout le monde peut y aller? Tout le monde peut y aller. Il faut juste être scolarisé. Ouais. Pour le coup, avoir une assurance, mais ça, en général, c'est avec les parents que ça se fait. C'est avec les parents. Il faut trouver l'entreprise. Ça aussi, c'est le plus important. Une fois que vous avez l'entreprise, il faut juste du coup nous contacter. Alors, nous, on peut faire des conventions, mais uniquement pour des entreprises artisanales. Après, pour des entreprises qui seront enregistrées à la Chambre de commerce, vous pouvez aussi avoir le même type de stage à la Chambre de commerce et de l'industrie. Voilà, ce qu'on appelle les fameux CCI. Alors, est-ce que c'est payant? Est-ce que ça coûte de faire? C'est gratuit. Est-ce qu'il faut passer un test ou quelque chose? Zéro test. Zéro test. Et est-ce qu'on peut en faire plusieurs pendant l'année? Se dire, tiens, là, il y a les vacances de février qui arrivent, je vais en faire et je vais faire à Pâques. On peut en faire plusieurs? On a plusieurs jeunes qui cherchent un peu au niveau de l'orientation et qu'on revoit d'une vacance sur l'autre parce qu'ils ont besoin de conventions et c'est vraiment un aspect important de pouvoir tester les métiers et cette opportunité, du coup, on a de plus en plus de jeunes qui en prennent conscience et qui viennent vers nous parce que du coup, ça leur permet de voir beaucoup plus de métiers en plus des stages qu'ils ont la possibilité de faire au niveau de leur cursus scolaire. C'est ça. Donc, n'hésitez pas à passer la porte des entreprises parce que vous le verrez en vous baladant sur les stands. Un métier, c'est pas forcément qu'une fiche métier sur le papier. Il faut le faire au quotidien, donc n'hésitez pas à aller voir tous les jeunes qui sont en démonstration parce qu'ils vont vous parler de ce qu'ils font au quotidien, dans les ateliers, dans les salles de cours et à l'entreprise, et ça c'est important. Alors, autre lien aussi entre le monde tout simplement académique et puis les professeurs, là ça se passe avec vous, Muriel Robichet. Est-ce que vous pouvez nous parler du dispositif Parcours Avenir? En quoi est-ce que ça peut leur parler? Il faut qu'ils en parlent à leurs professeurs. Alors, leur Parcours Avenir, effectivement, les enseignants sont au courant. En fait, c'est un parcours éducatif qui va de la 6e à la terminale et en fait on souhaite que les jeunes chaque année
de chaque année scolaire puisse avoir une action en lien avec le monde économique. Soit par exemple avec la visite d'une industrie, d'une entreprise, soit ça peut être des interventions de professionnels en classe, soit ça peut être à travers des concours qui sont faits par les branches professionnelles. Et en fait, c'est se dire que il faut effectivement, comme vous disiez, aller vers des rencontres humaines. C'est avoir des gens en fait qui présentent leur métier, qui présentent leur histoire de vie, qui peuvent aussi vous dire que parfois, quand on est au collège ou au lycée, on n'imagine pas le métier qu'on va faire plus tard. Et peut-être que d'ailleurs, nous les personnes qui sommes ici, quand on avait votre âge, on n'imaginait absolument pas faire ce qu'on est en train de faire comme métier. Peut-être même qu'on ne le connaissait pas. En fait, l'orientation, elle se fait petit à petit, c'est par étapes. Et on s'enrichit de tout ce qu'on rencontre, de tout ce qu'on vit, de toutes les informations qu'on peut capter, aussi bien pour savoir ce qu'on ne veut pas faire, que ce vers quoi on va aller. Et que souvent le parcours professionnel est un parcours qui est fait de différentes étapes. Rien n'est vraiment définitif. Et de toute façon, tout ce qu'on va vivre va nous enrichir et va nous préparer à une nouvelle portion de vie. Alors après, malgré tout, on se pose la question, quand on a plusieurs choix qui se posent à nous, comment bien choisir le métier pour lequel on sera fait ? Il faut aller du côté de l'orientation, ses capacités scolaires. On se dit, voilà, là, on est mauvais en maths, on est bon en histoire géo, je vais peut-être choisir avec mes capacités. Est-ce que c'est vraiment l'envie, la motivation ? Est-ce que ça, mesdames, vous pouvez en parler ? Parce que des jeunes, vous en croisez très régulièrement. Quels sont ceux qui réussissent le mieux, en fait ? Alors, vaste question. Qu'est-ce que c'est que la réussite ? Donc, c'est vrai que au niveau de l'éducation nationale, les réformes qui sont en cours, l'objectif, c'est bien effectivement que chacun trouve son parcours de réussite. Et il y a voilà. Et c'est très, très divers. L'important, je pense que à partir du moment où un jeune se plaît dans la formation professionnelle qu'il a choisie, que ce soit par apprentissage ou en lycée professionnel, que ce soit du CAP au bac professionnel ou au BTS ou dans les écoles d'ingénieurs, je crois que ce qui est important, c'est effectivement de choisir son parcours et donc de trouver effectivement un lieu où on peut s'épanouir et trouver plaisir à rencontrer les collègues, parce qu'effectivement, quand vous allez travailler, vous allez rencontrer les collègues, vous allez travailler avec des chefs qui seront avec vous. Et je crois que c'est le plaisir de pouvoir s'épanouir à travers ce que l'on fait et avec ses collègues. Ça, c'est quelque chose qui est valable pour tous les parcours de formation. Alors moi, ce que je dirais, c'est effectivement, on a des jeunes qui, en collège, souvent... C'est vrai que c'est difficile de faire ces choix d'orientation, que ça se construit effectivement par étapes, qu'on peut démarrer par un CAP pour aller travailler, reprendre ses études, changer de voie. Et ça, c'est vrai que le schéma qui est donc derrière vous, effectivement, indique les occasions où vous allez pouvoir être immergé dans le monde professionnel. C'est vrai que l'immersion, faire des stages, donc comme le propose la CMA, je trouve que ça c'est hyper important. Faire éventuellement aussi des chantiers de jeunes. Vous avez plein de dispositifs qui vous permettent de découvrir un peu le monde associatif, faire des expériences autour de la culture, autour du sport. Et que ces petites expériences que vous allez faire dans l'école ou à côté de l'école vont vous permettre donc de mieux vous connaître. Je donnerai un exemple. À l'école, il y a des jeunes qui font partie d'un club de théâtre ou faire un petit journal. Voilà, toutes les petites expériences appliquées. Ça permet aussi donc de se tester et de prendre confiance en soi et de construire des choses. Voilà. C'est ça. Donc ce qui est important, notez bien, certes, il y a l'école, mais en dehors de l'école, vous faites tous soit de la musique, soit du sport, soit vous avez des amis qui sont engagés sur des projets associatifs. Il y a les jobs d'été. Effectivement, il y a les stages, il y a pas mal de choses à voir. Donc, écoutez vos passions et puis tout ce que vous pouvez faire dans la vie. Des fois, les contacts et le réseau aussi est important. Alors, juste un petit mot concernant peut-être quand on se cherche comme ça et que on ne sait pas ce qu'on a envie de faire, on s'oriente. Quels conseils on peut leur donner peut-être ? Là, je me retourne vers vous, Anne-Sophie, pour aller démarcher les entreprises et les convaincre de les prendre, alors que ils n'ont pas forcément de connaissances dans le métier, ils n'ont pas forcément les diplômes qui vont avec, ils veulent juste découvrir. Comment ça se passe ? Est-ce que les entreprises sont ouvertes ou il y a une façon de se présenter ? Alors, il y a une façon de se présenter. Après, qu'on recherche un stage ou un contrat d'apprentissage, les codes sont les mêmes. Il faut être... au niveau des stages, les entreprises sont quand même assez ouvertes en règle générale. Donc, elles accueillent quand même volontiers des stagiaires. Après, dans tous les cas, il faut montrer qu'on est motivé.
il faut se présenter correctement au niveau des habits, il faut parler correctement, être poli. Voilà, c'est des règles On de parle base. aussi d'un CV. Quand on a un CV qui est vide, avec pas trop d'expérience, qu'est-ce qu'on met dessus? Qu'est-ce qu'on peut essayer de Alors valoriser? sur un CV, les CV d'un jeune à la recherche d'un stage, d'un contrat d'apprentissage, en fait c'est votre carte de visite, hein, c'est ça, on a amélioré. Il y a vos coordonnées personnelles avec votre adresse, votre numéro de téléphone, votre adresse mail. Il y a du coup le titre, l'objet de votre recherche. Du coup, votre scolarité. Alors après, on vous demande pas de partir de la maternelle parce que ça a pas d'intérêt, mais votre dernière classe de collège, lycée ou autre. Et ensuite vos stages, tous les stages que vous avez pu faire, ce que vous avez pu découvrir à l'intérieur, et vos activités extra-professionnelles, du coup, qui sont aussi importants dans un CV. Alors, au niveau de l'éducation nationale, quels conseils vous pourriez donner aux jeunes? Vers qui est-ce qu'ils peuvent se renseigner au quotidien pour trouver de l'information et être aidés? On parlera après du mondial et des acteurs qui sont ici, mais qu'est-ce que vous leur conseillez au quotidien? Alors, en fait, au niveau de l'éducation nationale, c'est vrai que il y a par exemple le stage de 3e, sur lesquels nous, on est très mobilisés avec les partenaires du monde économique et pour lesquels, en fait, nous montons des stages, ça s'appelle même des stages collectifs, où il y a à peu près une dizaine de jeunes avec un grand nombre d'entreprises, des stages extrêmement intéressants et qui permettent du lundi au vendredi de voir un panel de métiers. C'est-à-dire au lieu du stage qui était stage individuel où souvent on est associé à un tuteur. Là, l'idée est de faire soit plusieurs entreprises différentes chaque journée, soit dans la même entreprise. C'est travailler une fois dans le service finance, une fois le service logistique, une fois le service achat. Et ça, c'est travailler en amont avec l'entreprise puisqu'elle va accueillir une dizaine de jeunes. Et parfois même ces entreprises-là font plusieurs sessions dans l'année. Donc c'est vrai que ça permet pour les collégiens d'avoir vraiment un large panel de métiers avec aussi des interlocuteurs hommes, femmes, débuts de carrière, plus expérimentés, qui sont passés par différentes voies de formation. Il y a aussi tout cet échange qui est fait. Alors c'est vrai qu'après en lycée professionnel, il y a aussi des périodes de formation milieu professionnel. Les équipes pédagogiques ont un réseau d'entreprises et sont habituées à aider les jeunes et à les guider pour trouver le bon lieu de stage. Voilà, donc nous vraiment on essaye à travers ces partenariats de pouvoir les aider et leur trouver le lieu qui leur corresponde par rapport à leurs souhaits. Donc ce qu'il faut effectivement, c'est d'aller voir vos professeurs, d'aller voir les CIO. Là, vous êtes au Mondial des métiers. Profitez d'aller voir, là, juste derrière nous, orientation tout au long de la vie. Vous avez plein de conseils aussi de l'ONICEP sur Internet. Allez voir tout simplement la famille aussi, les amis, le réseau, parlez-en. En tout cas, moi, je sais pas, je me pose une question. Là, vous, dans la salle, combien savent vraiment quel métier il va faire? Il y en a combien qui savent un petit peu ce qu'ils veulent faire? Les filles, devant, d'accord. Derrière aussi. Les garçons aussi, un petit peu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va vous faire passer les micros et c'est de savoir comment est-ce que vous avez choisi cette branche. Est-ce que vous êtes sûr, pas encore sûr? Qu'est-ce qui vous donne l'envie déjà d'aller vers ce métier et de vous dire peut-être que, allez, vous êtes peut-être fait pour ce métier-là. Je vous prends un micro. Allez, peut-être le deuxième aussi. Gardez-en un si on a des réponses à leur donner, effectivement. Qui a envie de nous dire comment vous avez choisi les filles? Mais si, vous étiez hyper décidées derrière. Tu nous expliques juste ça, comme ça, qu'on comprenne, savoir comment tu as pu trouver... Vas-y, parle. Je dois dire quoi? Eh bien, tout simplement, comment est-ce que toi, tu sais pour quel métier tu es fait? Comment tu as trouvé ce qui te plaisait? En faisant mon stage. Ah, stage. Et c'était où? Dans une agence d'architecture. Ouais, et donc tu sais que c'est architecte, c'est ce que tu veux faire ou c'est un autre travail? Non, c'est un autre travail. Et le stage, tu avais décidé d'aller en architecture, pourquoi? Parce que ça me plaisait. Ah ouais. Du coup, c'est un autre travail dans l'architecture. D'accord. Ok. C'est pas mal. Donc, vous voyez, le stage, ça aide quand même à pas mal de choses. Derrière les filles aussi, vous m'aviez dit que vous aviez trouvé? Non, il n'y a plus le micro, ça fait peur. Vous savez, mon job, il est pas si terrible que ça. Les filles, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez trouvé? Déjà, c'est quel secteur? Service, ouais. Service des soins et des services à la personne, c'est très important, c'est les métiers de demain. Et comment vous avez trouvé cette idée-là? Je vous laisse un peu nous expliquer. Ouais, pourquoi vous savez que c'est là-dedans? Bah, moi... comment dire? Allez-y, ouais, merci. Alors moi, tout d'abord... Ouais, on s'entend fort, hein. Allez-y, je vous en Moi, prie. c'est un métier très compliqué, c'est thanatopractrice. Ouais, d'accord. Donc moi, j'ai vu ça par des stages, une personne de ma famille qui produisait, des amis. Ça peut faire peur à certains, mais c'est un métier au top. Ouais, et en plus, c'est très bien rémunéré. C'est un très bon job.
L'idée, c'est de savoir à quel moment vous vous êtes dit, les filles, on sait que c'est ça et pas autre chose, et vous vous engagez là-dedans, vous faites le choix. Comment dans votre tête vous êtes dit, allez, est-ce que je fais ça? Non, allez, je décide et j'y vais. Vous le sentez? On le sait? Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour nos invités, éventuellement, sur l'orientation, sur votre parcours, sur vos stages? Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou pas? Non? Ouais? Dites-moi. Allez-y, posez-leur vos questions. Ils sont là pour ça. À qui? À qui vous voulez? Chambre de métier ou éducation nationale, dites-leur. Ouais, non. En fait, un métier, ça peut être quelque chose qui nous plaît vraiment dans tout... le métier complet ou... tous les aspects ouais, tous les aspects où il y a forcément quelque chose qui nous plaît pas. Ah. Est-ce qu'effectivement, il faut tout aimer de A à Z? Parce qu'on est d'accord, mesdames, quand on va au travail tous les jours, tout nous plaît pas forcément. C'est une très bonne question. Est-ce que s'il y a des contraintes ou des choses qu'on aime moins, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour? Alors non, c'est la vie. Oui. Effectivement, si on regarde un peu comment chacun s'est engagé dans le monde professionnel, c'est vrai que c'est d'abord on voit le plus, on voit ce qui est positif. Si tu dans ta tête tu vois plus de négatif que de positif, a priori de toi-même de toute façon tu vas dire non, ça c'est pas fait pour moi. Donc après effectivement il y a des choses, une fois que tu t'engages dans un métier, dans une profession, c'est pas pour toute la vie. De toute façon, voilà, moi, je sais que j'ai fait, on a tous fait plusieurs choses dans nos parcours. Ensuite, quand tu t'engages, il y a des choses que tu vas découvrir. Moi, il y a effectivement, on a tous dans notre petite tête des idées, et ça, c'est important d'avoir des idées sur les métiers. Mais une fois qu'on y est, on va découvrir les choses. Et ça, c'est obligatoire, parce qu'effectivement, tu es dans un environnement qui est nouveau. Et même un métier, je dirais, nous, on a des psychologues de l'éducation nationale. Selon le CIO où ils travaillent, selon le département, selon l'académie, ou un boulanger, j'imagine, je prendrai un autre exemple différent. Selon le lieu où il travaille, avec qui il va travailler, il va faire, peut-être, il fera son métier différemment. Et ça, je pense, poser la question aux professionnels qui sont présents aujourd'hui, comment eux, ils vivent leur travail. Et est-ce que effectivement ils l'ont toujours vécu de la même façon? Parce qu'effectivement, les personnes autour de soi bougent, la technologie bouge, donc forcément, il se peut qu'au début tu rentres pour un métier, par exemple la coiffure, ça te plaisait, et au bout de 10 ans, tu vas peut-être dire, waouh, je voudrais peut-être faire un peu autre chose. Mais ça fait partie de la vie, et je dirais que c'est aussi normal. C'est ça. Donc vous pouvez choisir un métier ou une formation. Les premières années et pouvoir changer, vous réorienter. C'est pas grave, on peut changer de métier, ça arrive. Mais c'est vrai que la bonne question pour vous aider à choisir, c'est que quand vous faites une liste, les contraintes et les avantages, si vous voyez qu'il y a plus de choses négatives, là vous vous dites ça va peut-être être difficile et je vais peut-être pas y arriver, et surtout on va être lassé très rapidement. Et puis là, si on fait une formation qui nous plaît pas au bout de 6 mois, ça va être dur d'aller à l'école, et voilà. Et ça, c'est une des choses que vous avez évoquées. Quand vous choisissez votre métier, c'est sûr, il y a des critères de sélection pour la formation. Des fois, on va se dire, tiens, je suis pas bon en maths, donc je vais faire une croix sur ce métier. Non, si vous êtes motivé, vous allez travailler doublement, y arriver. Par contre, par exemple, vous êtes bonne en histoire géo, mais ça vous intéresse pas, vous n'allez pas au quotidien pendant 6 mois faire votre formation en histoire géo, ça va vous gonfler, et je pense que vous allez vite changer de métier, bien que vous soyez super bonne. Autre point, est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que moi, les questions que les jeunes me posaient, c'était à quel âge on doit savoir? Certains se disent, j'ai 15 ans, j'ai 17 ans, j'ai 20 ans, je sais toujours pas. Est-ce qu'il y a un âge à laquelle on sait, ou des fois ça arrive tôt, ou des fois ça arrive tard? Mesdames, je sais pas, par exemple, quand vous croisez beaucoup de jeunes, parce que les apprentis en CAP et BEP sont assez jeunes, puis il y a des gens en bac et en BTS. À quel âge on sait vraiment pourquoi on est fait, en fait? Il n'y a pas vraiment d'âge. Il y a des jeunes qu'on reçoit en entretien, qui ont 14-15 ans et qui savent absolument ce qu'ils veulent faire, et qui ont leur projet, qui savent qu'ils veulent partir sur un CAP, puis un bac, et puis après un BTS en alternance. Il y en a qu'on retrouve, qui ont fait un cursus plus ou moins différent, soit qui étaient dans le professionnel, soit dans le général, et qu'on retrouve au lycée, et du coup qui trouvent leur voie au lycée. Et il y en a qui sortent des universités, qu'on retrouve aussi... Donc il n'y a pas... Donc pas de panique, c'est un peu le message. Pas de panique, on a le droit de se tromper, on a le droit de réessayer, il n'y a pas de...
Voilà, on a le temps et des possibilités, C'est surtout en Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez quand même de la chance. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public sur les stages, les formations, ou est-ce que vous voulez qu'on répète comment est-ce qu'on peut faire un stage, soit avec les chambres de commerce et d'industrie, ou soit la chambre de métier, pour aller en esthétique, aller dans un restaurant, pour aller, peu importe. Est-ce que vous avez des questions encore ? Ouais, allez-y, je vous en prie. Ma question, c'est en fait, quand on ne sait pas justement où on veut aller, est-ce qu'il y a un endroit où c'est en général justement après le lycée ? Ou c'est pas... Oui, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire ? Où est-ce qu'il vaut mieux aller ? La question, c'est où est-ce qu'il vaut mieux aller ? Dans les études ou auprès d'une structure pour se renseigner ? Voilà. Tu peux dans les préciser ? études, en fait, est-ce qu'il y a un endroit qui n'est pas obligé que ce soit... À choisir, voilà, où on a Voilà. un choix à faire. Il et faut juste attendre. que ce soit généralisé pour découvrir encore après le lycée. Ben, enfin, parce qu'effectivement, quelqu'un qui a un baccalauréat, forcément, il est déjà un peu profilé, je vais dire. Mais bon, on peut avoir un bac littéraire et s'orienter vers l'informatique. Moi, j'ai des personnes proches qui ont fait ce parcours-là. Des études très généralistes où on fait à la fois des sciences, de l'informatique. Ben, je dirais, après le baccalauréat, ça sera plus possible. Forcément, il faut faire des choix. Hein. Déjà, la première phase de choix, ça va être un peu après le palier 3e, après le palier le niveau second. Mais ces choix, ils sont pas déterminants. C'est ça. Ils sont pas définitifs. Faut pas avoir peur. Vous avez vos professeurs qui sont à côté de vous aussi pour vous aiguiller. Mais c'est vrai que dans le système scolaire français, et je dirais même dans d'autres pays, effectivement, il y a des moments où il faut faire des choix. Et je sais que c'est pas facile, parce qu'effectivement, quand on choisit, on renonce à autre chose. Et ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut être prêt, faut pas avoir peur de prendre des risques, de s'engager, quitte à, effectivement, après, il faut se dire, de toute façon, les portes, elles se ferment jamais. Je veux dire, si on est prêt, on voit, c'est vrai que vous êtes jeune, mais on voit bien, il y a bien des adultes qui repartent, qui ont fait un parcours et qui repartent faire des études de médecine, ça se voit par exemple. Ils repartent pour 8 ans. Bon, c'est rare, mais à partir du moment où on est vraiment motivé, moi c'est ce que je veux. Voilà, on voit bien quand on travaille avec les adultes, quand on est prêt, on est prêt à faire des sacrifices, à reprendre des études tout en travaillant, en ayant des enfants. Voilà, c'est. Donc en fait, l'idée c'est qu'effectivement, si encore jusqu'à 17-18 ans vous arrivez au bac et vous n'avez toujours pas d'idée, le conseil peut-être c'est de choisir la filière dans laquelle vous avez des compétences. Voilà, soit vous allez en fac de langue en attendant parce que vous êtes très bonne dans les langues et autant capitaliser sur vos compétences. Soit vous allez effectivement en histoire géo, soit vous avez aussi l'école de droit. Voilà, c'est rester à l'université ou dans des écoles qui vous plaisent en communication, en peu importe, mais voilà, patientez, mais faites le maximum de stages. Il y a aussi la possibilité, je crois que ça apparaît maintenant dans Parcoursup, c'est en fait de pouvoir aussi aller à l'étranger. Et par exemple, on a le C2I, c'est le Centre d'information à l'international. Alors par exemple, ça peut se faire d'ailleurs pendant ses études, on peut pendant 1 an partir à l'étranger, avant la terminale, et après le baccalauréat, ça peut être avec quand on regarde des enfants, ça va jeune fille au père, et ça peut être des belles expériences si on ne sait pas forcément encore ce qu'on veut faire, d'aller voir ailleurs comment ça se passe au niveau culturel, et puis je veux dire, c'est pas ça, c'est mûrir et savoir qui on est. Et voilà, ça peut être aussi une possibilité. En tout cas, voilà, ouvrir les portes et se donner les possibilités de voir pas mal de choses. Une question que je voulais vous poser concernant les personnes atteintes de handicap. Est-ce qu'on peut avoir une aide particulière ? Je sais qu'il y a des services mission handicap. Est-ce que si je suis moi en situation de handicap en 3e, je peux aussi goûter à des stages et découvrir différents métiers ? Juste une petite note là-dessus, Anne-Sophie ? Alors après, les jeunes en situation de handicap ont le droit, comme Bien sûr. toutes les personnes scolaires ou au stage consulaire qu'on peut proposer. Après, il y a l'AGFIP qui a à disposition un dispositif qui s'appelle Un jour un métier, qui permet du coup d'aller en entreprise. Il faut pouvoir justifier d'une RQTH, d'une reconnaissance de travailleur handicapé. Et cette année, il y a aussi un dispositif porté par l'État qui s'appelle DUOD le 16 mai,
qui permet aussi du coup de se rendre en entreprise pour les personnes du coup ayant une reconnaissance de travailleur handicapé. Voilà, donc écoutez-vous, peu importe vos capacités, vos compétences, si on a l'envie de faire un métier, les portes vous sont ouvertes. Mesdames, je voudrais faire un dernier tour de table, il nous reste que 2 petites minutes. Au-delà de ce mondial des métiers, ou même, tiens, tout de suite, au mondial des métiers, où est-ce qu'on peut vous retrouver et trouver de l'information sur vos services respectifs? La chambre de métier, de l'artisanat, vous êtes où? Donc nous, on se trouve sur le stand de la Directe et du CRIJ. D'accord, vous êtes où? C'est juste derrière, non? Je crois que c'est... Alors la Directe, elle se trouve juste là-bas derrière. Ouais, Je ok. n'ai pas les donc, numéros. la Directe, ok. Et le CRIJ? Et le CRIJ, j'y suis pas encore allée. D'accord, bon, c'est assez grand, on va retrouver sur le plan. Au-delà de ce mondial, quelle est la porte d'entrée pour vous? Quand est-ce qu'on peut pousser la porte d'une chambre de métier? On peut y aller ou pas? Alors, vous pouvez vous présenter. Il y a des chambres de métier dans tous les départements. Ça dépend où vous habitez. Vaut mieux que vous preniez rendez-vous avant de vous présenter parce que souvent, les conseillers, ils peuvent être soit en déplacement, soit en rendez-vous. Déjà, ça vous évite de vous déplacer pour rien. Mais il y a des rendez-vous en individuel ou en collectif dans toutes les chambres de métier. Très bien. Et vous, mesdames, l'éducation nationale, vous êtes représentées sur quel stand durant ces 4 jours? Donc nous, on est sur le stand de orientation tout au long de la vie, qui est juste derrière. Il y a un stand à l'entrée sur l'orientation scolaire, où effectivement il y a des psychologues de l'éducation nationale, puis il y a aussi des conseillers chambre des métiers qui sont présents sur le stand. Donc nous sommes juste derrière. Et derrière, vous avez aussi le conseiller qui travaille sur les études à l'étranger, qui travaille au Centre d'information internationale. Partir à l'étranger, faire un petit break, c'est possible. Donc vous avez les informations qui sont derrière, à côté des collègues. Donc ça c'est bien, ouais, l'étranger. On peut aussi faire des stages, faire du babysitting. On a pas mal de choses, des chantiers aussi, des VAE. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir. Et au-delà donc de ce mondial des métiers, comment est-ce qu'on peut venir vous voir? Est-ce qu'il y a un accès direct ou il faut passer par les professeurs? Qu'est-ce qu'on peut rappeler? Peut-être des contacts internet ou sinon des rendez-vous? Oui, voilà. Vous avez les centres d'information, les CIO, les centres d'information et d'orientation. Il y en existe dans toutes les académies. Donc nous, sur le Rhône, il y en a une dizaine. Il y en a dans l'Ain, dans la Loire, dans tous les départements. Donc les CIO, ce sont des structures qui sont, je dirais, rattachées à l'éducation nationale, mais qui sont indépendantes. Donc, soit vous avez envie de voir un conseiller psychologue de l'éducation nationale, vous pouvez aller directement au CIO. Mais sinon, ils travaillent également dans les établissements scolaires publics. Voilà, les élèves qui sont dans les autres structures que les établissements publics peuvent venir rencontrer un conseiller au CIO. Voilà, donc sachez-le, pas mal de gens sont à votre disposition pour vous aider dans tous les cas. Merci beaucoup pour votre attention. Profitez de ce mondial des métiers. Tout le monde est motivé à vous recevoir et surtout à vous donner les clés pour réussir votre orientation. On se donne rendez-vous à 11h. On va faire une table ronde sur les métiers verdissants. C'est le nouveau métier de l'écologie, du développement durable et qui change, peu importe le secteur, mais qui, demande en tout cas vos compétences. Merci à tous, à tout à l'heure et merci beaucoup mesdames et Sandrine pour votre accompagnement. Merci.